Nous avons eu en France un double élan fin 2015, à la fois l'aboutissement de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et puis ce grand engagement universel que traduit la COP21 de Paris. Ce double signal me conduit à penser que à la fois la ligne qui a été fixée depuis 2009 est largement confirmée d'aller vers des bâtiments sobres en énergie et à faible empreinte environnementale et que pour cela, l'étape d'après, à l'horizon 2018-2020, c'est une réglementation qui, sans accroître la qualité énergétique de l'isolation des bâtiments, mettra à l'œuvre sa dimension environnementale, son poids carbone au cours de son cycle de vie, la prise en compte du bien-être des occupants et puis sa relation à la ville, notamment pour favoriser la production d'énergie renouvelable. Le vrai sujet que nous avons tous à partager, c'est celui de la transformation du parc existant, qui est gros consommateur d'énergie et émetteur de CO2. On sait bien quelles sont ces constructions, notamment dans les maisons individuelles qui l'ont été sans souci d'isolation et avec une production de chaleur bien peu économe. Ce travail suppose d'agir à la fois sur l'offre et sur la demande. Du côté de l'offre, il faut qu'il y ait une filière d'artisans et de professionnels qui soit à même d'assurer la prestation attendue, et on fait tout ce qu'il est possible pour assurer leur formation. Du côté de la demande, il faut faire comprendre aux ménages et aux entreprises qui occupent des locaux combien leur intérêt est grand de ne pas laisser le bâtiment se déprécier faute d'action. C'est cela la principale voie des prochaines années, qui va s'accompagner de sujets importants mais aussi différents que l'introduction du numérique pour le pilotage et la maintenance de ces bâtiments nouveaux, que de modes de tiers financement pour permettre aux ménages, aux entreprises ou aux collectivités de financer les travaux, et peut-être ce que j'appelle de mes voeux d'une fiscalité locale verte qui saura faire la distinction entre un bâtiment énergivore ou qui traite mal ses déchets et un bâtiment sobre et citoyen à ce propos. Bref, on a encore beaucoup à faire. Alors la question finale qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle respectif de l'État et des citoyens dans ce mouvement. Mon opinion est que l'État a largement fait les choses qu'il lui incombait de réaliser. Il a lieu maintenant de continuer à les accompagner, mais en donnant à ce secteur la stabilité juridique dont il a besoin. Le vrai sujet, c'est la mobilisation de nous tous, l'ajustement de nos comportements et surtout une prise de conscience la plus partagée possible qu'il est nécessaire qu'à travers nos bâtiments, nous contribuions à cette économie d'énergie et cette maîtrise des émissions de CO2 dont l'ensemble du monde a besoin. Au-delà de la ville, il y a un sujet qui a principalement son siège dans les maisons individuelles, 18-19 millions de maisons individuelles situées en territoire rural et périurbain, qui sont généralement occupées par leurs propriétaires, souvent âgés, plutôt impécunieux, qui conduit à ces situations de précarité énergétique. Soit le ménage qui occupe cette maison ne se chauffe pas, soit il ne peut pas faire face à ses dépenses d'énergie. Et donc nous avons commencé depuis 2009 un grand programme de lutte contre la précarité énergétique pour traiter efficacement ces 4 millions de ménages, 15% de la société française qui sont dans cette situation.
Nous le faisons cependant à une échelle qui est encore insatisfaisante, 50 000 logements par an, là où les besoins sont bien plus importants. La loi de transition énergétique a donné un signal qui est de dire qu'il faudra que cet objectif de traitement annuel soit porté à 150 000 à partir de 2017. Cela suppose non pas de changer le processus qu'on a mis en place, mais d'assurer son financement à la hauteur voulue, et ce n'est pas encore une question réglée. Il y a là un profond enjeu, à la fois énergétique, parce qu'une maison consomme 2 fois plus qu'un appartement, à la fois social, parce qu'il y a une population qui se trouve démunie face à cette situation, mais aussi sur le plan politique, parce que l'on observe que c'est très largement sur ces territoires que le vote populiste s'est développé ces dernières années. Il y a donc plein d'enjeux qui justifient que l'on traite à son juste niveau cette question de la précarité énergétique.